Quand il était étudiant à Solvay, il y a quelques années à peine, il ne connaissait rien au monde des influenceurs. Aujourd'hui, il dirige l'une des agences les plus importantes dans le marketing d'influence. Il a 30 ans à peine. Bonjour Thomas Ungerer. Bonjour Fred, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Alors cette agence, elle s'appelle Be Influence. Vous employez aujourd'hui une 60aine de personnes entre Bruxelles et Paris. On va y revenir, mais avant cela, je voulais remonter 7 ou 8 ans en arrière. Vous êtes encore étudiant à Solvay et vous avez un rêve, entreprendre ? Oui, exactement. Un rêve qui n'est pas venu tout de suite. Moi, en entrant à Solvay, je voulais devenir trader et bosser en finance. Et entre mon bachelor et mon master, j'ai fait un stage de 3 mois en banque d'investissement à Londres. J'ai adoré Londres, j'ai détesté mon stage et je suis rentré en master à Solvay en étant un peu perdu, en me disant qu'est-ce que je vais faire. Et puis avec mon pote Boris, on était un peu abreuvé à la Startup Nation en France, à tout ce qui se passait dans l'entrepreneuriat. Ouais. Et on s'est dit tiens, pourquoi pas lancer une startup, devenir entrepreneur, ça a l'air stylé. Et pourquoi vous décidez à ce moment-là d'explorer le monde des influenceurs ? Par accident, en fait par défaut, parce que ni Boris ni moi ne savions coder. Ouais. Donc développer une app, développer une plateforme classique pour une startup, c'était inaccessible pour nous. Et donc on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire ? Et on était sur les réseaux, mais comme tout le monde à l'époque déjà, on avait bien aimé le cours de marketing à Solvay. Donc on s'est dit il y a quelque chose à faire parce que la publicité sur les réseaux sociaux ne nous parle plus à nous les jeunes. Et il y avait l'émergence des tout premiers vraiment hyper gros influenceurs, Kim Kardashian, Cristiano Ronaldo, etc. Ouais. Le problème, c'est que ces personnes, on les connaît pas dans la vraie vie. Et donc, quel pouvoir d'influence ils ont vraiment sur nous ? On est parti du principe qu'ils en avaient peu. Au contraire, des créateurs de contenu natifs qu'on a l'impression de connaître en tout cas, et donc qui ont fait plus confiance. Donc les tout petits influenceurs qu'on appelle le nano-influenceur, qui ont une toute petite communauté, c'est ça ? Oui, exactement, parce qu'à l'extrême, cette théorie, elle nous dit que les gens qui ont fait le plus confiance aujourd'hui, c'est les personnes qu'on connaît dans la vraie vie. Donc nos amis, nos collègues, notre famille. Et si ces personnes-là, elles commencent à recommander des produits ou des services ou des causes d'ailleurs sur leurs réseaux sociaux, le pouvoir d'influence sur nous est maximal. Et donc on est parti de ces hypothèses-là. Et donc vous partez sur cette veine-là. Les débuts, vous êtes toujours étudiant, et les débuts sont assez épiques. Vous y allez au bluff, racontez-nous. Ouais, complètement. Donc on pose en fait une série d'hypothèses sur 20 slides bien moches et naïfs comme on l'était, on a envoyé cette présentation aux 50 plus gros annonceurs de Belgique et on a eu 50 non-réponses et donc on était là, en fait ça n'intéresse personne et on s'est dit on va envoyer un 51e mail, le mail de la dernière chance, et on va l'envoyer à une ONG. Parce que les ONG ont aussi des besoins de communication, ont aussi besoin de convaincre des personnes de s'intéresser à leur combat et leur mission. Et donc on a envoyé ce mail à Médecins sans frontières Belgique, et on a eu la chance d'avoir une réponse de MSF. Ils nous ont reçus, on est allé présenter nos hypothèses, on était morts de trouille évidemment, et ils ont été adorables dans le sens où ils nous ont fait confiance, même s'ils ne comprenaient pas complètement ce qu'on racontait. Ils nous ont confié une première campagne avec un premier budget, donc ça nous a hyper vite responsabilisés. Combien le budget ? 3 000 € à l'époque. C'est rien, mais pour nous c'était fou, quoi. C'était incroyable. Et donc on a fait cette première campagne où on a en fait demandé à nos amis et nos amis d'amis de publier un post sur Facebook encore en 2017 pour parler d'une situation en République centrafricaine et de la présence de MSF sur place avec des besoins de financement. Et la légende dit que vous donniez un billet de 5 € à vos potes pour qu'ils parlent. C'était ça le premier. C'était ça. La toute première campagne, on rémunérait nos potes, donc 5 balles pour poster et participer à la campagne. Et c'était fou pour les gens de dire, mais en fait, je suis payé pour publier sur Facebook. Et ce qui est le plus dingue, c'est que pour Médecins sans frontières, ce premier case, ce premier travail que vous avez fait pour eux, va être rémunérateur en termes de retombées. Mais complètement, en fait, la campagne, elle cartonne. Et c'est ça aussi qui nous a permis à nous de valider nos hypothèses et de se dire que on racontait pas n'importe quoi. Et MSF nous a fait confiance, nous a vraiment lancé dans le grand bain. Et après, c'est parti. Ça vous a ouvert d'autres portes. Et donc, l'aventure est enclenchée. Et avec votre comparse, Boris
Fabrice Quézin. Ouais. Vous lancez officiellement BeInfluence en 2019, même si vous aviez déjà quelques mois d'expérience. Et donc d'abord avec ces nano, micro-influenceurs. Et vous vous retrouvez même à la Commission européenne, c'est ça? Ouais, complètement. Mais donc, après cette première campagne, on contacte la Commission européenne, fort de notre premier succès. Et la Commission européenne nous fait confiance, pareil. Et donc, on fait une deuxième campagne dans 6 pays, cette fois-ci, parce que la Commission doit parler à tous les Européens. Et on a réussi de nouveau. Et après, en fait, on a attendu septembre 2019 de terminer nos études à Solvay, de recevoir nos diplômes, ce qui était fondamental pour nos parents. Et on se donne 6 mois, en fait, pour être full-time sur BeInfluence et voir où ça nous mène. Et puis on a eu la chance d'être invité par Carrefour Belgique qui recherchait sa première agence d'influence à l'appel d'offres. On remporte l'appel d'offres et c'est ça qui nous lance de manière définitive. Et là, c'est parti, donc, parce que vous étiez dans, on va dire, l'institutionnel, les ONG. Et donc là, les premiers gros annonceurs vous regardent enfin. Ça a été facile de vous imposer dans ce monde en si peu de temps du marché, du marketing de l'influence? Parce qu'il y avait une concurrence quand même. Mais pas tellement. En fait, on a eu énormément de chance d'être au bon endroit au bon moment. 2017, 2018, 2019, c'est vraiment les tout débuts de l'influence. Donc il n'y avait pas énormément d'acteurs, il n'y avait pas d'agences spécialisées ou extrêmement peu. Et c'était vu comme un canal de jeunes. En fait, des jeunes qui parlent aux jeunes. Et nous, étant jeunes, sortant d'études, on avait un peu cette casquette ou cette perception vis-à-vis des annonceurs de dire « Ah, mais eux, ils savent de quoi ils parlent sur les réseaux. » Et donc, en fait, ça nous a porté. Et alors, on a travailler extrêmement dur pour convaincre les clients, faire les bonnes campagnes, avoir les bons résultats, etc. Mais je pense qu'on se serait lancé aujourd'hui, ça serait beaucoup plus compliqué. Ok. Pour ceux qui seraient un peu déconnectés, concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez comme service aux marques? Ouais, mais concrètement, on propose un canal marketing. L'influence, c'est pas autre chose que ça. C'est un canal marketing qui est là pour apporter les meilleurs résultats possibles aux marques qui l'utilisent. Et donc nous, en tant qu'agence, en fait, on est comme une agence de pub classique. On va avoir un annonceur qui va venir avec un objectif et sur base de cet objectif, nous, on va devoir réfléchir à une campagne. Qu'est-ce qu'on va raconter comme histoire? Vers quel public cible, sur quelle plateforme, et puis à travers quels créateurs et créatrices de contenu. Et une fois que cette base stratégique et créative est posée, on va aller sélectionner les meilleurs créateurs pour la campagne, puis on va exécuter la campagne, s'assurer que tout se passe bien sur les réseaux, etc. Et puis à la fin, on va analyser les résultats et les présenter aux clients. Donc voilà, c'est vraiment un canal marketing et nous, on est là pour accompagner de A à Z nos clients dans ce canal. Et alors, vous l'avez dit, vous avez commencé avec les nano-micro-influenceurs et petit à petit, vous avez bâti cette pyramide de l'influence. Aujourd'hui, vous représentez plus de 2000 influenceurs, je pense, avec des très grands aussi. Oui, tout à fait. Donc, on a activé plus de 20 000 créateurs et créatrices de contenu aujourd'hui dans plus de 35 pays. Et à la base, effectivement, on a commencé par les nanos. Donc les nanos, c'est vraiment les créateurs et créatrices de contenu qui sont monsieur et madame tout le monde, qui ont entre 1000 et 2-3 000 abonnés. Et on a commencé par ça parce que comme on ne connaissait rien ni personne à l'influence, à l'époque, les seuls créateurs auxquels on avait accès, c'était nos potes et nos potes de potes qui avaient des communautés tout à fait modestes, entre guillemets. Et puis après, au fur et à mesure, effectivement, on est monté dans cette pyramide de l'influence. Et aujourd'hui, pour nos clients, on peut toujours travailler avec des créateurs qui ont 1500 abonnés sur Instagram, comme aller travailler avec des créateurs qui ont plusieurs dizaines de millions d'abonnés sur TikTok ou sur YouTube. Et vous représentez aussi, parce que vous mettez en connexion les marques et les influenceurs, mais vous êtes aussi une agence qui représente certains influenceurs, où là, vous négociez directement les contrats, ça passe par vous. Complètement. Peut-être citer l'un ou l'autre nom éventuellement. Donc on représente 32 talents aujourd'hui à l'agence en Belgique, dont des très très grands comme Shona DeWitt, comme Dylan Fat, comme Samy de Bruxelles, comme Ezra Graham, enfin etc. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est parce que le métier de créateur de contenu aujourd'hui est un vrai métier et est un métier qui est extrêmement exigeant et extrêmement solitaire. Et ces créateurs, comme des artistes, comme des athlètes, ils ont besoin d'être accompagnés, ils ont besoin d'être représentés, ils ont besoin d'avoir quelqu'un qui vienne défendre leurs intérêts, qui vienne effectivement négocier du mieux possible les collaborations commerciales, être un soutien émotionnel, psychologique, etc. D'accord. Et donc c'est un pôle qu'on a développé à l'agence. Alors vous avez commencé tout petit, je le rappelle, à 2, un chiffre d'affaires de 100 000 euros en 2019, c'est déjà pas mal, 2,5 millions en 2022,
Plus de 6 millions l'année dernière, en 2024. Cette année, ce sera 14 millions d'euros. Et vous visez beaucoup plus haut ? On vise beaucoup plus haut. On vise 150 millions d'euros d'ici à 2030. Carrément. Encore un fois 10. Ambitieux. Mais on est extrêmement ambitieux. C'est vraiment ce qui nous caractérise à l'agence et qui caractérise tous les membres d'équipe qui travaillent avec nous. On veut devenir la meilleure agence d'influence du monde. Du monde. Pas seulement d'Europe, du monde. Carrément. Du monde. Et ça passera par être la meilleure agence d'influence d'Europe. Mais voilà, l'ambition est extrêmement élevée, mais c'est ça qui nous motive et c'est ça qui nous pousse. Je l'ai dit en intro, vous êtes aujourd'hui 60 employés. Ouais. Je ne compte pas les influenceurs que vous représentez, évidemment, basés à Bruxelles et Paris. Ça a été facile, justement, de s'imposer en France, en tant que petit Belge, entre guillemets. Oui, ça n'a pas été facile, mais ça n'a pas été aussi difficile qu'on pourrait le croire. Je pense que chaque ouverture à l'international est spécifique, mais pour nous, donc, je suis français. Pour moi, c'est un retour à Paris, cette ouverture française. Et puis, de nouveau, on était porté par l'industrie, le secteur de l'influence, qui est en hyper-croissance encore aujourd'hui. Et donc, il y avait des besoins énormes. Et nous, notre positionnement en tant qu'agence, c'est pas seulement de faire de l'influence, mais c'est de faire de l'influence créative. Et ça devient de plus en plus important. Et il y a peu d'agences qui proposent ça aujourd'hui, et encore moins qui le proposaient à l'époque. Et donc, en arrivant avec un peu cette approche, ça a tout de suite parlé à des annonceurs français qui nous ont fait confiance. Et puis après, ça se construit. Et donc voilà. On peut citer quelques grands clients que vous avez quand même. Oui, avec plaisir. Donc, on est l'agence d'influence de Carrefour. En France, En France et en Belgique. On est l'agence d'influence d'Amazon au Benelux et en France. On est l'agence de Peugeot en France. On est l'agence de Henkel en Belgique, de Decathlon, de la Commission européenne, du gouvernement belge, du gouvernement français. Et puis toujours d'ONG comme l'UNICEF, le WWF ou la Croix-Rouge de Belgique. Bravo. Vous collectionnez les prix aussi. C'est assez inédit parce que vous avez quand même... c'est peut-être très spécifique à un secteur, mais je pense qu'on peut les citer. Un mot sur la récompense dont vous êtes le plus fier. Oui, il y en a deux qui me viennent en tête. La première, c'est une récompense internationale qui s'appelle les D&AD, qui est un peu la quintessence de la créativité dans la pub. Ouais. C'est vraiment le prix que toute agence souhaite gagner. Et cette année, on a eu l'honneur d'en gagner un et d'être la première agence d'influence d'Europe de l'histoire à remporter un D&AD. Donc extrêmement fier pour une campagne pour Amazon, justement. Et puis la deuxième, c'est plus en tant qu'agence, où cette année, on a été élu agence spécialiste de l'année en Belgique. Et pareil, c'était la première fois de l'histoire qu'une agence d'influence recevait ce prix. Eh bien, bravo. Bon, je l'ai dit, vous êtes un jeune entrepreneur, 30 ans à peine. Quel conseil donneriez-vous à un étudiant de Solvay, comme vous, qui rêve de lancer sa boîte aujourd'hui ? Le premier conseil que je donnerais, c'est vas-y, fonce. C'est-à-dire que quand on est étudiant, alors évidemment, ça dépend des situations de chacun, mais avec un peu de chance, t'as pas besoin de faire un job étudiant et t'es nourri, logé, blanchi. C'est le meilleur moment de se lancer. En fait, tu n'as aucun risque. Tu n'as pas de risque financier. T'as pas besoin de rembourser le crédit de ta baraque. T'as pas d'enfant. Et donc, en fait, tu ne risques rien et tu as tout à gagner. Donc, il faut y aller et au pire, ça ne marche pas. C'est pas grave, ça fera une super expérience à mettre sur le CV, à raconter en entretien d'embauche. Ce qui, nous, était un peu notre logique quand on a lancé Bein. Et après, le deuxième conseil, par contre, c'est de prendre ça au sérieux directement. Et c'est-à-dire, si tu lances un projet, il faut y aller à fond. Faut dormir moins, faut bosser comme un dingue, parce que la concurrence, elle est réelle et tu trouveras toujours quelqu'un qui aura plus faim que toi, et à un moment, si tu n'as pas aussi faim que les autres, tu vas être en retard et à un moment, tu ne vas pas y arriver. Ça veut dire qu'il faut faire des sacrifices sur sa vie privée ? Oui, complètement. Mais c'est une réalité de l'entrepreneuriat et de tout entrepreneur. Il n'y a pas de work-life balance quand on est entrepreneur. Et c'est un choix conscient que les entrepreneurs font pendant quelques années d'être complètement déséquilibrés du côté du travail. Mais de nouveau, il faut cette intensité, il faut cette charge de travail, il faut cette énergie dans le projet parce que sinon, on se fait dépasser. Est-ce que la jeunesse, l'inexpérience, entre guillemets, c'est un atout ou un handicap quand on lance son tout premier business ? C'est les deux.
c'est les deux, et c'est un peu les deux faces d'une même médaille, dans le sens où quand on est jeune, forcément on n'a pas de crédibilité, on n'a pas de réseau, on n'a pas de ressources, et donc c'est très compliqué d'être pris au sérieux, ou en tout cas d'ouvrir les bonnes portes directement, et donc il faut vraiment sortir les rames et y aller. Mais par contre, quand on est jeune, souvent les gens veulent nous aider, et donc ils sont là, ok, on va faire un rendez-vous parce que vous êtes jeune, on aime bien la démarche, et venez nous expliquer ce qui se passe. Et si dans ces moments-là, vous arrivez à être suffisamment convaincant avec votre produit ou votre service, c'est là où les premiers contrats peuvent tomber et où après la magie peut opérer, quoi. Mais donc, c'est vraiment un double équilibre à avoir. Et il faut avoir un peu de chance, de nouveau, pour tomber sur les bonnes personnes qui vont vous aider et vous lancer. Toute dernière question, Thomas. Si c'était à refaire, que ne referiez-vous pas dans ce parcours d'entrepreneur qui vous a plutôt réussi? Mais c'est ça la complexité de la question, c'est que pour l'instant tout se passe bien, et je touche du fer pour que ça continue. Donc toutes les erreurs qu'on a fait, je pense, nous ont forgé, nous ont appris, nous ont permis d'en être là où on en est aujourd'hui. Et je pense que d'un point de vue de qu'est-ce qu'on referait pas, on parle forcément d'erreurs ou d'échecs, mais dans l'entrepreneuriat, il n'y a que deux types d'erreurs. Il y a toutes celles qu'on fait et qui en fait nous font avancer, nous font apprendre des choses, et puis il y a les rares qu'on fait et qui nous tuent. Et nous, on a la chance d'être encore là aujourd'hui, donc on n'a pas fait d'erreurs critiques. Et par contre, on a appris énormément à travers les erreurs qu'on a fait. Donc, je pense que ce qu'on referait pas, c'est peut-être perdre un peu de temps au début, entre 2017 et 2019. Nous, on était étudiants, il fallait qu'on ait nos diplômes pour avoir ce filet de sécurité. Et puis, ça nous a permis d'apprendre plein de choses en n'étant pas trop dans le rush. Donc franchement, je vais botter en touche et je vais dire pour l'instant, je ne sais pas. Ok, merci beaucoup Thomas Ungerer d'être venu nous raconter votre parcours d'entrepreneur. Be Influence, c'est dans la boîte.